j'ai eu le grand honneur de retrouver ma mère et mes frères et sœurs plus jeunes que moi quand je suis revenu de déportation, parce que dans ce village, il y avait une nouvelle rafle qui s'organisait, et c'est un gendarme du village qui a prévenu la famille et qui leur a dit « Allez voir le maire, il vous aidera à partir », puisqu'il se doutait bien qu'une femme avec 5 petits-enfants, sans moyens, sans argent, elle ne pourrait pas le faire. Donc, ils ont été sauvés par ces gens qui peut-être étaient pétinistes, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas accepté de voir cette famille française d'origine juive déportée. Voilà, alors j'en reviens à ce que vous me disiez, donc je parle de... Quel est votre ressenti? Au moment là, d'abord, on se doutait de rien. Je suis né français, de parents français, parce que mes parents avaient été nationalisés un mois avant la naissance, et puis on était plutôt plus heureux que ceux qui vivaient à Paris, dans les grandes villes, parce qu'on était une ravitaillés, et puis nous, les enfants, petits parisiens à la campagne, il y avait des tas de choses qu'on découvrait, on avait nos copains, on avait été à l'école. Je précise aussi que je suis allé dans ce village, dans une école gâteau, que j'ai été baptisé, que j'ai fait la communion solennelle et que j'étais devenu croyant ou pratiquant. Donc, je n'étais pas seulement français, mais non, tout ça pour bien dire que ce n'était pas une histoire de religion, une histoire de race. Donc, on ne pouvait pas faire comme en Espagne ou en Inquisition, en se convertissant pour sauver sa vie. Là, il n'y avait pas d'échappatoire, on arrêtait ceux qui avaient eu des parents, grands-parents, etc. Alors, comment j'ai vécu ça? J'ai vécu ça d'une façon terrible parce qu'on arrêtait ma mère. Finalement, quand les gendarmes sont arrivés chez nous, pour nous arrêter, ils avaient une liste et ils arrêtaient ceux qui avaient entre 15 et 50 ans. C'est pour cette raison qu'on a cru qu'on nous prenait pour nous envoyer travailler, puisque tout le monde dans le village parlait du service du travail obligatoire. Et puis, moi, un petit garçon de 15 ans, j'adorais ma mère, et voyant qu'on arrêtait cette femme qui avait passé sa vie à être enceinte, à allaiter, qui avait un excès de poids, qui, aujourd'hui je suis médecin, je sais de quoi elle souffrait, elle avait une insuffisance respiratoire, elle ne pouvait pas faire 100 mètres sans s'arrêter pour prendre son souffle, et on s'en prenait à ma mère. Pour moi, c'était la fin du monde. J'étais complètement obsédé, paralysé par ça, et bon, il a fallu rien que monter dans le camion, c'était un problème, et puis ils étaient pressés, il fallait faire vite, parce qu'il y avait d'autres familles à rafler. Donc j'ai vécu ça dans la terreur, c'était le monde qui s'écoulait, et voilà. Et j'ai pas d'autre souvenir qu'on arrête ma mère. Et puis on nous a dans le camion, évidemment, ils étaient pressés, ils ont arrêté effectivement d'autres familles, et j'ai vécu tout ça obsédé par le fait qu'on faisait du mal à ma maman, et que c'était la meilleure des femmes, c'était une seule femme, elle s'occupait de tout le monde, bref, un petit garçon au niveau de sa mère, c'est banal. Et puis voilà que 2 jours après, mon père nous rejoint, parce qu'à Angers on a séparé les hommes et les femmes, mon père nous rejoint et nous annonce qu'on a ramené ma mère à la maison. Bon, c'était un grand soulagement, parce que mon père était en bonne santé, on pensait qu'on allait travailler. Personne ne savait, ne croyait qu'on nous arrêtait pour nous exterminer. Et si on nous l'avait dit, on ne l'aurait pas dit. Bon. Et là, donc, le souci maintenant, c'était de laisser ma mère toute seule, avec 5 petits-enfants, sans ressources, sans ses aînés, sans son mari. Voilà comment moi j'ai vécu ça, et comment j'ai passé ces 3 jours entassés dans le wagon, avec rien à manger, rien à boire. Il faisait chaud, c'était la 2e quinzaine de juillet, avec un baquet dans un coin, on nous avait dit qu'il faudrait faire ce qu'on a besoin. Je vous laisse imaginer devant tout le monde, les gens qu'on ne connaît pas, tout ça c'était terrible, c'était insupportable, c'était avilissant, et voilà. Et à tel point que quand on est arrivé sur place, alors il n'y avait pas de quai, il n'y avait pas de gare, on ne savait rien, c'était la fin des rails. On était soulagés. Et puis on a très vite changé d'avis quand les portes se sont ouvertes, il y a eu les cris, il y a eu les chiens qui aboyaient, il y a eu les ordres qui étaient
écrit dans une langue incompréhensible, voilà, non, bien sûr. Et puis il y avait des gens en tenue de bagarre. Nous, on appelait les généraliers, donc on a très vite compris, il y avait les coups déjà, parce qu'on ne comprenait pas les ordres, mais les ordres c'était de jeter les bagages par terre, chacun des femmes pareil. Ouais. Tout ça, et les coups, les chiens qui montaient, c'était l'affolement. Et c'était plus. On avait cru, parce qu'il y avait eu une rumeur qui disait on part en Ukraine pour faire les moissons. Et j'avais même écrit un petit mot à ma mère que j'avais jeté, comme il y a eu des gens. Vous savez, dans les wagons d'Esto, il y a une petite lucarne comme ça, entre un peu d'air. J'avais jeté un message. J'avais dit maman chérie, il paraît qu'on part en Ukraine pour faire les moissons. Le message a été ramassé par un cheminot qui le lui a fait parvenir avec un mot très émouvant. Bref. Donc, c'est ce qu'on croyait, on a vite compris que c'était autre chose, c'était un bail. Et ça, et les premiers jours, c'est les plus terribles. Marie-Jo ne m'en dira pas. La première fois, on vous donne l'ordre de vous mettre tout nu contre le monde, c'est quelque chose d'insupportable. Par la suite, on s'y fera, ça ne posera plus tellement de problèmes. Mais on nous tombe, on nous tatoue. J'ai vu mon père Brigitte se déshabiller devant tout le monde. Enfin bref, c'était l'horreur absolue, les coups, les cris, dans une langue incompréhensible. 8 jours avant, on était des enfants choyés, libres, heureux. Voilà le début. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois que vous avez répondu, M. Roland. Je vais demander à Marie-Josée rapidement, parce que nous avons vraiment souhaité répondre à vos questions. Il faut aussi que nous fassions la deuxième partie de ce thème, qui est donc le retour et la découverte de l'univers concentrationnel. Donc je vais demander à Marie-Josée de répondre sur la question de la solidarité ou non à l'intérieur des camps. La solidarité des camps a été une forme de survie. Parce que quand on arrivait au camp, on perdait notre nom, on perdait notre dignité, on n'avait plus rien à nous, on était les objets dont les chefs pouvaient faire n'importe quoi. Alors, on a dépensé quelques formes de survie, ça a été entre autres la solidarité. Entre les groupes de résistance, vous voyez, on serrait les coudes, on s'entraînait, et quand on envoyait du flancher, il fallait l'entourer, on arrivait même à avoir une activité d'être pensant, écrire des poèmes, chanter, pour ne pas être complètement dégradé. Et l'amitié et la solidarité étaient une force, parce que ces genres de valeurs, l'entraide, etc., d'aide à la survie, et bien ça se fait en groupe. Bien, je sais qu'il y a au moins deux questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on les reprendra dans la dernière série de questions-réponses.